Bienvenue dans Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion dans le cadre de la célébration internationale des droits des femmes. Nous prenons la parole à la place de Mamadou Wuri Diallo et nous donnons la parole à Asmaou Bari, journaliste et présidente de l'APAC, Association professionnelle des Africaines de la communication. Bonjour Asmaou. Bonjour Dienabou. Bienvenue. Merci beaucoup, avec plaisir. On va partir avec le thème international de cette année qui dit « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Qu'est-ce que ce thème vous inspire d'abord? Ce thème m'inspire que nous, la génération actuelle, on doit prendre les choses en main pour ce qui est des égalités sociales, de la justice sociale. On ne peut plus continuer à faire comme nos aïeux le faisaient. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si l'on voit certaines pratiques liées aux violences faites aux femmes, dès qu'on les évoque, on dit, nous avons trouvé nos parents le faire et rien ne s'est passé, donc pourquoi pas nous? Et justement, ils ont vécu leur temps et nous aussi de vivre le nôtre et faire en sorte que nous soyons une génération égalitaire, une génération juste, donc qui fait ce qu'il y a de mieux pour elle-même. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de briser la chaîne de violence basée sur le genre, de briser la chaîne des stéréotypes sexistes, de briser la chaîne des préjugés par rapport aux questions de femmes et des questions d'hommes. Donc aujourd'hui, je pense que ce thème interpelle nous, la génération. Et si nous, d'ailleurs, entre parenthèses, nous avons été la génération sacrifiée, donc il nous revient à nous de nous investir, de nous battre pour que les générations futures, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants, vivent dans des conditions meilleures que celles actuelles, donc nos filles et nos petites filles et les petits garçons prochainement soient des générations égalitaires, une société juste et voilà. D'accord. Faire en sorte qu'il y ait une révolution. Exactement ce qu'il faut s'agit. Alors, quel bilan faire de la promotion des droits des femmes entre 2019 et 2020? Peut-être que ça sera le ministère de l'Action sociale de pouvoir faire un bilan là-dessus, mais moi, de mon regard d'activiste des droits humains, notamment de protection des femmes et de journalistes, je ne vois pas grand-chose qui a changé. Je ne vais pas étaler ici des chiffres, mais les chiffres sont parlants d'eux-mêmes, c'est-à-dire que le nombre de viols qu'on a connus en 2018, c'est pratiquement les mêmes ou plus que ça pour 2019. Le nombre de filles non scolarisées, je pense, reste intact. Le nombre de mariages précoces reste intact. Le nombre de filles excisées reste intact. Donc, pour moi, il est difficile de dire qu'il y a une certaine amélioration des conditions des filles. Par contre, il faut saluer l'adoption du code civil, du nouveau code civil guinéen, à travers lequel il y a des avancées, notamment pour ce qui est des droits des femmes et de la promotion féminine, mais aussi il faut saluer l'adoption de la loi sur la parité en politique, même si là aussi l'application, on sait que ça va souffrir un peu au niveau des instances politiques, les partis politiques. Là, pour les élections législatives qui sont en vue, on n'a pas encore vu des listes paritaire, donc il sera difficile de dire que le Parlement qui va se renouveler très bientôt sera aussi un Parlement paritaire, parce que tout simplement les partis politiques n'auront pas respecté le quota d'inscription 50% d'hommes et 50% de femmes sur les listes électorales, ou alors le positionnement ne le permet pas, même si en termes de chiffres il y en a. Donc moi, voici le regard que j'ai. Je sais qu'au niveau politique, au niveau du gouvernement, il y a un certain nombre d'efforts faits, mais encore ça reste trop institutionnel, ça reste des textes adoptés et qui ne changent pas forcément la vie de la femme
dans le quartier, ou de la petite fille qui doit aller à l'école mais qui ne parvient pas à y aller parce que l'école est sans doute trop loin, ou parce que les parents n'ont pas les moyens d'envoyer la fille à l'école. Donc il faudrait davantage d'actions qui impactent directement la femme guinéenne, mais aussi la petite fille guinéenne, pour que cette petite-là, elle soit de la génération justement qui puisse changer les choses en Guinée et dans la société. D'accord, vous en appelez à beaucoup plus d'actions dans ce sens. En parlant des services et de sécurité et violence dont sont victimes les femmes, Asmaou elle-même a été victime de violences physiques, donc de la part des agents de sécurité à son domicile. Cela quelques heures avant cette journée des femmes. Comment cela s'est passé, Asmaou? Je voudrais d'abord dire, ce n'est pas ma personne, moi, qui m'importe le plus. C'est-à-dire que je ne suis pas la première victime et peut-être que je ne serai pas la dernière victime, hélas. Je voudrais donc rendre hommage parce que j'ai vécu ce que ces femmes-là ont vécu à un moment donné, toutes ces femmes qui sont victimes d'exactions policières dans les quartiers, dans leur domicile, à l'occasion des manifestations de rue. On se rappelle de la femme qui a été prise comme bouclier humain à Ouanidara. On se rappelle encore malheureusement du décès de la femme qui n'a pas survécu aux exactions commises dans son quartier, qui était en état de famille, et tant d'autres victimes anonymes. C'est de cela il s'agit aujourd'hui. Et maintenant que je le comprends moi-même, comme vous venez de rappeler, ils sont venus dans mon domicile, ils ont fait irruption pour chercher mon mari, qui se trouve être un membre du FNDC. Par contre, ils ne se sont pas arrêtés, ils ne se sont pas contactés de prendre celui qu'ils sont venus chercher. Ils se sont plutôt attaqués à moi, à ma personne. Ils m'ont agressé physiquement parce que je leur ai posé des questions, je pense, les plus élémentaires. Les questions que tout le monde poserait quand quelqu'un fait irruption dans ta maison. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez une convocation? Est-ce que vous avez un mandat? Je pense que c'est les questions les plus élémentaires que l'on puisse poser. Et malheureusement, ces questions ont agacé donc les agents qui étaient venus procéder à l'interpellation de mon mari. Et donc, ils m'ont brutalisé, ils m'ont humilié en enlevant le seul pagne que je portais. Ils ont causé du dommage dans ma maison en cassant les installations dans le salon, en défonçant le portail d'entrée, la porte d'entrée de la maison, en causant du dégât également sur les installations hydrauliques dans la maison. Ce qui fait que ce jour, ils ont pris mon mari, ils l'ont envoyé, mais moi, j'ai passé la nuit dans une maison et dans une cour qui ne se ferme pas. Donc, on m'a exposé parce que tout pouvait se passer. Tout le monde a vu que ils ont défoncé le portail et qu'ils ont pris les hommes qu'il y avait dedans. Donc, tout pouvait arriver avant le matin, quoi. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, personne n'est en sécurité, personne n'est à l'abri de ces exactions-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait temps que la hiérarchie policière, mais aussi que la justice se fasse entendre, ou alors fasse des efforts pour que des citoyens, des paisibles citoyens, tranquillement chez eux, n'aient pas à subir ces genres d'exactions. Et surtout les couches vulnérables, comme on le dit, les femmes. Il faut qu'ils sachent que en faisant leur opération de maintien d'ordre entre guillemets, il y a des personnes vulnérables dans les quartiers, il y a des femmes qui sont en état de famille, il y en a qui sont des nourrices, il y a des vieilles personnes. Donc il faut savoir le faire avec discernement pour ne pas aggraver déjà la situation vulnérable que ces femmes sont en train de vivre dans les quartiers. Déjà elles sont excisées, ça ne suffit pas, elles sont mariées précocement, ça ne suffit pas, elles subissent des préjugés, elles n'ont pas d'emploi, ça ne suffit pas. Maintenant, si ce sont les dépositaires de la force publique qui viennent leur causer encore du dommage dans leur propre maison, je trouve que c'est déplorable. C'est pourquoi moi je pense que la célébration du 8 mars cette année était dans un contexte particulièrement difficile pour la femme guinéenne. Et d'ailleurs, vous avez suivi à l'abbé, par exemple, les femmes n'ont pas voulu s'associer à une quelconque fête démagogique où on viendrait chanter et danser leur nom, alors que la veille ou le lendemain, on va encore les brutaliser. Il n'y avait pas de quoi fêter. Hein? Exactement. Oui, il n'y a pas de quoi fêter. C'est pourquoi moi, à chaque année,
je condamne et je m'oppose à la célébration en toute pompe de la journée du 8 mars. On a fait de cette journée un événementiel culturel, alors que est-ce que c'est de cela les femmes ont réellement besoin aujourd'hui, et détourner l'objectif de la journée, mais pas que en faire un business. Nous avons vu maintenant chaque année on dit oui, il faut faire la promotion du textile, mais entre-temps c'est entre eux là-bas, ils s'offrent des marchés, etc., détournés carrément. Moi je pense qu'on a la femme guinéenne a besoin de plus que ça. Hier, elles étaient au Palais du Peuple avec le président. Ils ont chanté, ils ont dansé les louanges de la femme. Mais est-ce que pourtant ce lundi matin, la situation de la femme guinéenne a changé? Non. Donc il faut que l'on arrête ces événements démagogiques, passer à l'action sur le terrain. Certainement, ils diront que non, on n'est pas assis pour autant toute l'année, mais écoutez, il faudrait donc que l'on voie un peu plus l'impact de ce que vous dites en train de faire tous les jours. Ok. Vous avez subi quelque chose, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous a même enlevé le seul pain que vous aviez. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis perplexe à ce niveau. Quand on sait qui est Asmao, vous n'êtes pas n'importe qui, quand même, que ces gens-là se permettent de faire une telle chose, sachant bien évidemment que vous êtes une femme qui ne va pas se laisser faire. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Difficile de dire qu'est-ce qui était dans leur tête en le faisant, mais je dis que ça doit aussi être des actions préméditées, parce que en tant qu'unité d'intervention, je pense qu'ils sont régis par un certain nombre de règlements. Pour pouvoir interpeller quelqu'un, il y a les voies et moyens de le faire. Mais lorsque vous arrivez au domicile de quelqu'un, vous frappez une fois à la porte, je leur dis, attendez, j'arrive pour ouvrir, mais cela ne les suffit pas, il faut qu'ils escaladent le mur pour sauter à l'intérieur, défoncer la porte. Ça veut dire qu'ils étaient venus dans l'intention de faire du mal. Du coup, ils étaient prêts à faire du mal, tout ce qui leur passait dessus. Donc moi j'ai posé des questions et je pense qu'il était de mon droit de leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient de mon mari, est-ce qu'ils ont une convocation parce qu'ils se sont introduits comme ça dans ma maison. Je suis en droit de le savoir. Donc ce sont ces types de questions, je pense qu'ils n'ont pas aimé et qui les a amenés à me brutaliser, à me lancer des propos virulents, à emporter mon téléphone avec moi. Ils ont poussé leur cynisme jusqu'à aller utiliser mon téléphone sur lequel tous mes comptes des réseaux sociaux sont ouverts, écrire à des personnes, donc à mes contacts, faisant passer comme moi, comme si c'est moi qui parlais à ces gens, pour essayer d'extorquer des informations à des personnes qu'ils pensent être proches du FNDC. Pour moi, ils ont poussé le bouchon à fond. C'est pourquoi je considère cela comme une agression physique contre moi, une violation de mon domicile, des dégâts matériels commis dans ma maison, mais aussi et surtout une humiliation. Ça c'est juste après cette émission, je porte plainte tout à l'heure et contre mes agresseurs, parce que ils se sont, à mon avis, ils ont posé un certain nombre d'actes que moi je ne peux pas laisser passer comme ça. Ils ne peuvent pas m'agresser dans ma maison, ils ne peuvent pas m'insulter, m'humilier, ils ne peuvent pas causer de dégâts dans ma maison, voler mon téléphone et surtout aller jusqu'à violer ma vie privée en rentrant dans mes données informatiques. Et puis vous êtes une femme consciente aujourd'hui qui a le courage d'aller porter plainte. Et le gros du travail, c'est pour celles qui ne peuvent même pas le faire. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez à dire? Effectivement, quand je vais revenir sur l'exemple de la femme de Wandara, que c'est un cas que je suis particulièrement de près, parce qu'en tant qu'activiste, je m'étais mise devant pour appuyer cette dame dans la procédure, parce qu'après avoir échangé avec elle et sa famille, ils ont carrément exprimé le besoin de justice. Ils veulent que justice leur soit rendue. Donc je pense qu'il était important et de mon devoir de les appuyer. Mais vous savez, il est un peu compliqué ici en termes de procédure. C'est souvent biaisé, ou alors vous portez plainte et que ça n'aboutit pas. Nous avons
déposer plainte au niveau de l'inspection générale des services de sécurité pour demander au ministère de la Sécurité de rechercher et de punir les agents qui ont pris cette femme comme bouclier humain. Mais ça ne prospère pas encore. Je pense qu'ils ont dû ranger le courrier dans les tiroirs. En tout cas, il n'y a pas une action qui montre qu'ils veulent rendre justice à cette pauvre dame. Rien qu'à voir la réponse qu'ils ont apportée, c'est-à-dire aller chercher un agent, certainement de la même ethnie que la femme, parce que l'ethnie est manipulée chez nous, le présenter à la télévision, lui demander de s'exprimer en poulard et surtout de mentir sur la femme. Ils n'ont pas eu honte de mentir sur la femme, disant que la femme, si elle a été violentée, si elle a été brutalisée, c'est parce qu'elle détenait un seau rempli de cailloux qu'elle voulait donner aux jeunes manifestants pour lancer des pierres, alors que tout le monde a vu la vidéo, on n'a nulle part vu de saut. Donc moi je me dis qu'il y a une volonté de mettre le pied sur dessus, c'est-à-dire que même s'ils organisent aujourd'hui un procès contre les personnes qu'ils appellent et qu'ils disent être les auteurs de cela, ça va être juste théâtral. C'est juste pour dire que nous l'avons fait, alors que déjà à la base, ils sont en train de manipuler la vérité de cela. Et aujourd'hui, malheureusement, cette femme, elle est parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'autres victimes silencieuses, malheureusement, dont on n'entend pas la voix et que quelqu'un n'arrive pas à porter la voix. Très malheureusement, c'est là où on est. C'est là où je me dis que le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine, qui a aussi un devoir de protection des droits des femmes, devrait aller, quand il y a des actions comme ça, au-delà de l'indignation. Pour le cas précis de la femme de Ouattara, nous avons vu la ministre de l'Action sociale à la télé, elle est sortie, elle voulait rendre visite à la femme, elle s'est indignée, elle avait l'air sincère, mais depuis, qu'est-ce qu'elle a fait pour que la dame obtienne justice? Je pense que le meilleur soutien qu'elle puisse apporter à cette femme, c'est de suivre son dossier, aider à ce qu'elle obtienne justice. Et aussi, la même chose pour toutes les autres victimes aujourd'hui, parce que les victimes, les femmes victimes des exactions, elles sont nombreuses, elles sont dans les quartiers. Moi, après, je me dis que oui, peut-être qu'elle est en train de faire une sorte de solidarité gouvernementale. C'est le ministère de la Sécurité qui est mis en cause, c'est le ministère de la Justice qui est mis à l'épreuve. Donc, elle ne va pas trop. Mais je pense qu'il faut dépasser cela. Dans ce gouvernement, chacun a son rôle et ses prérogatives. Alors, puisqu'on parle de violence, que dire aujourd'hui du phénomène de féminicide, merci beaucoup de me prêter le mot, qui prend place dans les foyers en Guinée, des maris qui tuent carrément leurs femmes, mais aussi du viol sur les filles mineures surtout, il faut le dire, qui devient monnaie courante, une chose quotidienne. Tout d'abord, je voudrais là dire que la question des violences conjugales, pour moi, c'est d'abord une question au niveau communautaire, c'est d'abord une question d'éducation. C'est pourquoi quand j'entends les gens dire non, pour éviter le viol, il faut protéger votre fille, je m'inscris en faux. Il ne faut pas la protéger. Il faut éduquer le garçon. Il faut aujourd'hui, justement, ça revient à cette question de génération, il nous revient à nous, nouveaux parents, d'éduquer nos filles et nos garçons sur le même pied d'égalité, montrer aux garçons qu'il doit respect à sa sœur et surtout qu'il doit la protéger et qu'on ne touche pas, qu'on ne violente pas une femme. Je pense que ça s'apprend à la maison. Mais on ne peut pas continuer à maintenir la fille lorsque son grand frère lui fait quelque chose. On dit non, toi tu dois pardonner parce que c'est lui l'homme. Je pense que l'injustice commence là. Cet enfant qui va grandir avec cet esprit-là, eh bien, il y a toutes les chances qu'il violente sa femme parce qu'on ne lui a pas appris de prendre soin de la femme. On ne lui a pas appris de protéger la femme. Donc, il va violenter son épouse et s'il voit une proie facile dans la rue, il pourra la violer. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, il faudrait que l'on s'investisse au niveau communautaire, à l'échelle familiale, pour que les enfants, donc filles et garçons, soient à même pied d'égalité en termes d'éducation. Maintenant,
malheureusement, pour certains, on ne peut plus revenir sur l'éducation. Pour ceux qui sont en ce moment en couple, moi, je dirais tout simplement aux femmes, lorsque vous vous rendez compte que ça ne va pas, mais partez. Comme on dit, une mère divorcée vaut mieux une mère qui est décédée, une mère morte. Elle ne peut rien faire pour ses enfants. Parce que généralement, c'est l'argument qu'on ramène. Non, tu dois rester, il faut parce que c'est ton mari, tu as des enfants. Si tu pars, tes enfants, comment tu vas faire pour leur éducation? Tu ne pourras pas, donc il faut que tu restes. Non, mesdames, on est en train de vous tromper. Lorsque ça ne va pas, partez. En ce moment, si c'est vous qui avez la garde des enfants, vous allez vous rassurer de leur donner une éducation. Si c'est le monsieur qui a la garde des enfants, vous avez au moins la vie sauve. Et que peut-être un jour, vous allez espérer avoir vos enfants avec vous et jouir de l'amour que ces enfants-là peuvent avoir pour vous. Mais si vous restez dans un couple où il y a des violences physiques, où il y a la violence morale, où il y a une certaine persécution, et que vous restez au nom des enfants, je pense que vous êtes en train de vous causer du tort, mais aussi de faire du mal aux enfants, parce qu'ils vont grandir dans une violence et ils vont répéter la même chose lorsque eux-mêmes ils seront en couple. Donc aux femmes de savoir partir quand il est encore temps. Et aux hommes également, je voudrais leur dire, attention, on ne vous a pas donné cette femme pour en faire votre chose. Elle n'est pas votre chose, c'est votre partenaire. Il faut avoir raison garder, il faut la traiter avec discernement, même si vous avez une certaine autorité sur elle, mais ce n'est pas un objet que vous pouvez manier comme bon vous semble. Et à la mairie, je pense qu'on vous a dit, on vous déclare mari et femme jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais pas jusqu'à ce que l'un d'entre vous tue l'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'on attaque un peu la mentalité des hommes, mais aussi des femmes, parce qu'il y a des femmes qui le cautionnent, pour que tout cela cesse. D'accord. Puisque vous parlez tout à l'heure de parité, donc en termes d'accès des femmes aux postes de responsabilité dans l'administration publique, peut-on dire que le président de la République a un bilan positif quand on voit que presque tous les postes de chef de cabinet dans les ministères sont des femmes? Même si, entre-temps, le nombre de femmes diminue quand même dans le gouvernement. Le constat, il est là. Aujourd'hui, je ne sais pas, on n'a pas plus de 3 femmes dans le gouvernement. Elles sont 4. Voilà. C'est un bilan, je dirais, mitigé du président de la République, parce que je pense que dans le gouvernement Yula, il y avait 7 femmes ministres. Et juste après, on est redescendu à 4. Avec le gouvernement Kassori, mais ils ont essayé de camoufler en mettant des femmes comme chef de cabinet. En fait, moi, ce n'est pas de mettre forcément les femmes au poste pour dire que non, nous avons féminisé l'administration. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais de quoi il est question, c'est de donner la chance aux femmes pour qu'à compétence égale, que chacun puisse être à la place qui lui revient. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a tellement de femmes aujourd'hui capables d'être ministres dans ce pays. Il y a même des femmes capables d'être Premier ministre. Il y a des femmes, on a vu, capables d'être chef de cabinet, secrétaire général, etc. Et aussi au niveau des postes électifs, il faudrait que les partis politiques envoient les femmes davantage et cessent simplement de reléguer les femmes au rôle de mobilisation pour la campagne ou pour les événements. Donc aujourd'hui, moi je dirais que le bilan du professeur Alpha Condé en matière de promotion féminine est mitigé. Mitigé parce que quand même, sous sa présidence, il y a eu l'amélioration du Code civil guinéen avec des faveurs pour la femme et également l'adoption de la loi sur la parité. Donc on peut dire, mais dans la pratique quotidienne, cela ne suffit pas. Ne suffit pas. Il y a encore des efforts à faire et je pense que lui, en tant que président de la République, il doit être le premier à donner l'exemple. Et voilà, je pense qu'on est pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, un message à Asmaou, à toutes ces femmes, à toutes ces petites filles qui subissent encore des violences, notamment des viols.
à l'endroit de ces gens-là, quel message voudrais-tu donner? Je voudrais dire pour celles qui sont déjà victimes de savoir que le viol, c'est un crime condamné, et surtout, même s'il y a un certain nombre d'années de prescription, même si ça fait quelques années ou quelques mois que vous avez été violé, n'hésitez pas à aller porter plainte. Il faut que l'on mette la justice guinéenne à l'épreuve pour espérer obtenir justice. Donc, n'hésitez pas encore à porter plainte. Faites-vous assister par des ONG, par des avocats qui sont là et par des services que l'État a mis en place, notamment le PROGEM, donc le service de police qui s'en occupe, et également la brigade au niveau de la gendarmerie qui s'occupe de la protection des personnes vulnérables. Donc n'hésitez pas à porter plainte. Et celles qui heureusement n'ont pas encore subi de viol, je leur demanderai plus de vigilance et de savoir avec qui s'amuser, avec qui fréquenter, et dans la rue, déjà, je sais que nous, en tant que femmes, même dans la rue, on est souvent aux aguets parce qu'on ne sait pas quand est-ce que quelqu'un peut tomber sur nous, donc de redoubler de vigilance, et surtout à l'ensemble des parents, de leur demander d'éduquer davantage leurs jeunes hommes, aux hommes, aux adultes, de savoir que lorsque vous vous attaquez à une fille pour la violer ou la violenter, ça aurait pu être votre mère, ça aurait pu être votre soeur, ça aurait pu être votre petite fille, votre enfant à vous-même. Donc avant de porter des actes sur l'enfant d'autrui, pensez, est-ce que si c'est moi, comment est-ce que j'allais réagir? Donc c'est l'appel que j'ai à lancer à l'endroit de tout le monde pour la protection et la promotion de la femme. Alors, merci beaucoup à toi, Asma Oubari. Elle était notre invitée de ce numéro. Elle est journaliste également, présidente de l'APAC Guinée, association professionnelle des Africains de la communication. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui a bien voulu nous accompagner. À très bientôt. Et dès demain, vous serez avec Mamadou Diallo qui reprendra bien évidemment sa place. Allez, au revoir.